Bonjour et excellent réveil à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Ravi de vous retrouver en ce 26 avril, j'allais dire février 2022 et j'entends les rires de l'assistance autour de moi. J'espère que vous passerez une agréable journée faite de joie, de rire, de belles rencontres et aussi de belles actions et de bonnes actions en faveur de ceux qui en ont besoin. Et oui, nous sommes au mois sacré de Ramadan et les élans de solidarité se multiplient durant ce mois sacré, à l'instar de cette initiative organisée samedi dernier en faveur des personnes aux besoins spécifiques, leur inclusion, leur insertion dans les actions sociétales. Alors aujourd'hui, nous aurons le plaisir de voir l'initiative de United Algeria Foundation à travers la présence parmi nous d'un membre de cette grande famille. Et puis bien sûr, en parlant de famille, notre famille, celle de Bonjour d'Algérie, bien sûr, vous permettra à travers la présence d'un de ses membres, Siham Kennouch en l'occurrence, de voyager et d'avoir justement plein d'images et de laisser libre cours à votre imaginaire avec un conte, le conte de Sidi Behloul qu'on racontera ce matin. Ce matin, nous aurons aussi le plaisir de parler de ce mois du patrimoine avec Yazid Ait Mahiddin qui lui va encore une fois nous parler de ce trésor, ce joyau, la Casbah, la vieille Médina d'Alger. Donc ce quartier historique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, l'UNESCO l'a inscrit donc sur sa liste en 1992. Depuis, qu'est-ce qu'il en est, c'est Yazid qui nous racontera. Donc dans cette matinale, j'aurai aussi le plaisir de retrouver d'autres invités, à l'instar de Madame Messoudi Nassima, organisatrice des EIC. En fait, il s'agit de l'Energy Innovation Challenge, donc une initiative en faveur des jeunes promoteurs. Le détail, ce sera tout à l'heure pour cette seconde édition de l'événement qui a déjà connu un franc succès lors de sa première édition. Bien sûr, ce matin, nous aurons aussi le plaisir de retrouver également Monsieur Chaïb qui, lui, nous parlera de cette initiative que j'ai citée tout à l'heure. Mais je pense que ce sera un petit peu l'essentiel du sommaire de cette matinée dans laquelle il y aura aussi de très beaux reportages qui parleront aussi des élans de solidarité durant le mois de Ramadan, mais également d'activités enfantines, notamment un reportage signé Leila Benaïcha que nous découvrirons ensemble tout à l'heure. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent ce matin. Tout de suite, bien sûr, pour vous permettre de sortir en paix, bien sûr, en sachant quel temps il fait. Nous allons tout de suite vous offrir un point météo avec Amel Haridi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va et toi? Bien. Très bien. Avec le jeûne, ça se passe comment? Non, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Non, ça se passe bien. Très bien. Un bon régime alimentaire, j'espère, pour ce mois de Ramadan. Et je veille pas. Et je ne veille pas aussi. Ah, ça, je sais pas comment vous faites. Je ne veille pas du tout. C'est-à-dire, même quand j'ai pas envie, il y a toujours des facteurs qui m'obligent à veiller. À veiller? Moi non. Eh Moi, bravo, va, vous êtes une femme de caractère, Amel. Ah bah oui. Alors dites-nous quel temps il fera. En tout cas, le ciel était gris ce matin du côté d'Alger. Il sera voilé, voilà. Il sera voilé? C'est un temps voilé. Très bien. Les cartes le prouvent. En tout cas, allez-y, donnez-nous le détail, s'il vous plaît. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent voilé sur une grande partie des régions nord, avec toutefois des orages qui vont se développer sur les hauts plateaux de l'ouest, le centre et l'est du pays, accompagnés de quelques pluies parfois sous forme d'averses sur l'intérieur des hauts plateaux de l'ouest et le centre qui peuvent déborder par contre, mais en soirée sur le côte ouest et centre-ouest. La moitié sud, excepté quelques voiles vers le Sahara central, le Nord-Sahara, les oasis, avec des foyers orageux vers le Bécharois. Ailleurs, le temps restera dégagé, avec des soumons de sable cette fois-ci vers le Nord-Sahara, les oasis et quelques particules de sable en suspension à noter sur le plateau de l'ouest et le centre. Les températures, quant à elles, eh bien, elles atteindront les 24 degrés du côté d'Al-Bayad, 25 Djelfa, 26 Tiaret, 27 degrés à Tizi Ouzou, 29 du côté de Constantine, 28 à Batna,
23 à Alger, 20 degrés Oran et Annaba, 22 Tlemcen. Au sud, 31 degrés Béchar, Gardaya, 34 à Biskra, 36 à Dar es Salah, également Janet, 33 à Tamanrasset, 38 degrés Bodj Beji Mourtal et le maximum cette fois-ci à Ingezem avec 40 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Les vents souffleront jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et centre et 20 à 30 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur est à nord-est sur les côtes est, de secteur est sur les côtes centre et de secteur nord-est sur les côtes ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord où le temps restera nuageux et pluvieux à Vancouver, Montréal, New York, Washington, peu nuageux à Miami, également du côté de la Californie, un temps dégagé à Dallas, le mercure affichera 15 degrés à Montréal, 20 degrés à New York, 22 Washington, 23 à Mexico, 24 Dallas en passant par le maximum 28 degrés à Miami. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. D'ici là, je vous souhaite aussi une agréable journée, Amel. Merci Radia. Voilà, comme d'accoutumé, on va tout de suite écouter une chanson pour le Musique. démarrage de l'émission. Avec plaisir. Voilà, une voix qu'on n'a pas écoutée depuis longtemps sur ce plateau, celle de Menaï. Ah oui, oui. Mhm. Très longtemps même. Voilà, on va descendre un peu plus vers le sud avec cette voix puissante de Menaï qui nous interprète ce matin Yemen Mali. مناخي بكام
Voilà, la trompette de Menahi vient de retentir. Et bien sûr, c'est un plaisir toujours de réécouter cette voix puissante qui nous vient du sud. Et c'est aussi un plaisir d'écouter les propos de Siham Kenouch ici présente. Bonjour Siham. Bonjour, alors vous voulez que je vous parle de Menahi? Ah, je veux bien. En fait, c'est un monsieur que je respecte Oui. énormément. J'ai eu l'occasion de le côtoyer, j'ai fait même un voyage avec le monsieur. C'est un grand artiste, c'est un Oui. grand artiste. Ah, ouais. Il a fait vibrer toute une salle très très loin de l'Algérie, ça Oui. c'est extraordinaire. C'était à Il Cuba? représente, C'était à Cuba, oui. C'était à Cuba, c'était à La Havane, et il a fait vibrer toute une... eux qui aiment bien la salsa, qui aiment bien la danse, qui aiment bien les chants, etc. Alors il y avait son tambourin, il y avait sa trompette et tout qui a fait, alors qui a fait danser toute la salle. Et enfin, je dirais que c'était énorme. Oui. Il est La même zorna, monté- c'est vraiment son Ah non, non, instrument mais de il a prédilection. utilisé C'est un sa vrai zona. souffleur. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a utilisé sa zona dans une Cadillac des années 50, Oh, c'est pas mal ça. Dans les rues de la Havane. dans la rue de la... C'est génial. Mais c'était incroyable, quoi. Oui. Ah, c'était un moment particulier, très très particulier. C'est un monsieur que je salue énormément, franchement. Voilà. Oui, j'espère qu'il nous écoute ce matin. On le Inch'Allah. salue également. Et donc aujourd'hui, on va parler aussi d'un autre monsieur. C'est un autre monsieur qui n'est pas très loin du premier parce que c'est un artiste aussi, mais c'est un artiste d'un autre genre. Alors lui, on l'appelle Sidi Belloul. Bon, c'était un monsieur qui habitait une ville propre, belle, une ville où il y a où régnait un roi juste, un roi rigoureux, mais juste. Et Sidi Belloul, c'était un joaillier. Donc, il travaillait tout ce qui est bijoux, tout ce qui est perlage, tout ce qui est diamants, tout ce qui est corail, Pierre etc. précieuse. C'était, Mhm. voilà. Donc, c'était quelqu'un qui aimait énormément son métier. Et puis, c'était un sage. Hein. C'était un petit peu le sage de la ville que tout le monde Contrairement à son respectait. nom voilà, Ben si non, on devait alors j'ouvre une sentir, parenthèse, oui. peut-être, mais il faut. Alors, j'ouvre une On va attendre parenthèse. l'histoire, j'ai compris. Je reviens, je m'arrête devant le nom et je reprendrai l'histoire. Behloul, en langue arabe, c'est-à-dire que si vous prenez les plus grands dictionnaires de la langue arabe, tels que les Lisan al-Arab, l'Ibn Mandour, etc., le mot Behloul signifie le sage des sages. D'accord. Bon, Non, il est pas le contraire. utilisé Chez nous, c'est chez vraiment le nous contraire. d'une façon péjorative. Péjoratif. Mais en fait, c'est un contraire qui veut dire, vous vous prenez pour un sage, D'accord. et Ouais. Behloul. Hmm. Ah, tu te prends pour un sage. Oui. C'est quand on dit Behloul, quand on qualifie quelqu'un de Behloul, c'est la phrase est-ce que tu te prends pour un sage? Sage. Parce que Behloul, en fait, c'est le sage des sages, le maître de la sagesse. Eh ben, j'aurais appris Voilà. quelque chose. Et c'est pour ça qu'on l'appelait, donc ce monsieur pieux, très gentil, etc., on l'appelait Sidi Sidi Belloul. Il habitait une toute petite maison Mhm. dans la rue des Bijoutiers. Et cette maison se trouvait entre deux palmiers, une à droite et l'autre à gauche. Et quand on pénétrait dans sa maison, on ouvrait la porte, il y avait un petit zinzin qui passait comme ça dans la porte. Et puis vous rentrez, à l'intérieur, il y a un petit corridor. À la fin du corridor, il y a une petite cour. Et sur la droite de la cour, il y a un petit canapé. Et sur le canapé, il y a toujours deux oreillers. Donc deux oreillers, un à droite et l'autre, et puis à gauche. Ça y Et est, puis, j'y suis. Je suis vous- sur le canapé. Très bien. Et C'est après, bon. vous allez encore à rentrer, vous allez trouver une pièce où il y a deux vies, deux modes de vie, deux activités différentes. Alors, à droite, il y a l'endroit où Sidi Belloul vit sa vie religieuse. Donc, il y avait un tapis de prière, et puis il y avait un Saint-Coran ouvert, et au milieu du Saint-Coran, il y avait un chapelet. Et puis, à gauche, il y a l'endroit où travailler Sidi Belloul. Donc il y a la religion et il y a la vie aussi. Donc Sidi Belloul avait une petite table ronde sur laquelle il y avait deux chandeliers, puis deux bougies, une à droite et l'autre à gauche. Forcément. Voilà. Et alors, il aimait bien rester Il là. manque pas et un lit dans travailler, cette maison. On l'a pas vu. Donc le lit, on le Ça y voit est, pas, c'est on bon. ne sait On pas reste où est sur ce les deux lit. espaces. Non, on reste sur les deux espaces parce que c'est très important. Très bien. Alors, par une nuit, il y a eu justement. Il avait un travail.
Donc il avait un bracelet à retravailler, à bien badigeonner, etc. Et pendant cette nuit, alors qu'il travaillait ce bracelet, il a entendu la voix, une voix qu'il connaissait bien, et puis une jument, un cheval qui s'arrêtait juste à côté de sa maison. Et il s'est dit, il me semble que c'est le vizir du roi. Alors, il va ouvrir la porte, le vizir, et c'était effectivement le vizir du roi, Al-Wazir Yadkhul, il s'assied, lui, les deux, sur le canapé qui est dans la cour, et il y a deux oreillers, un à droite et puis l'autre à gauche. Alors, le vizir va lui expliquer qu'en fait, il est venu envoyé par le roi parce que la princesse était en train d'accoucher. Et Fallait une petite commande. oui, parce qu'il lui a ramené une grosse perle comme ça, qui lui a demandé de la mettre dans une bague, parce que cette perle, elle était grosse, hein. Cette perle, en tout cas, elle faisait partie de la famille royale durant 5 longues générations. Maintenant que la princesse donnait naissance à un enfant, l'enfant va être Wali al-Ahd, donc il devait avoir la perle. Donc c'était Balou prend cette perle et il lui dit ma fille mouchkil, on va s'en occuper. Le wazir va quitter. Avant de sortir, le wazir lui dit mais me fais vite parce que lorsque moi je sortais du palais, il y avait le qabla, donc il y avait la sage-femme qui rentrait. Donc je comprends que c'était imminent. Bon. Alors Sidi Behlul reprend sa place, il s'assoit autour de sa table et il commence à regarder cette perle. Elle était belle, elle était magnifique, elle était grosse. Et puis je ne sais pas quel destin, il y a eu une petite air, un petit courant d'air comme ça qui vient, qui rentre dans la porte, qui va faire glisser la petite perle. Non du tout, il va éteindre la bougie sur le chandelier. Alors les deux bougies vont s'éteindre, mais la deuxième est un petit peu tombé. Donc le feu a commencé à prendre, le tapis a commencé à prendre feu et Sidi Behlul a essayé de l'éteindre. Bon, il a réussi à l'éteindre, il y avait une pénombre, tout était noir. Alors il a essayé aussi de se relever, mais sous son pied, il a entendu un craquement. En fait, il a entendu quelque chose qui a fait crac. Ah bah oui. Alors il rallume le feu très vite, il va chercher, qu'est-ce qu'il trouve? En fait, il s'est appuyé sur la perle. La perle en 1000 morceaux. Pas en 1000 morceaux, en 2 morceaux. Un à droite et puis l'autre à gauche. Et il les regarde, c'est la fin de sa vie. Pour lui, c'était la fin, c'était Wali al-Ahd et c'était Ramz al-Mulk. Donc, je vous dis pas la peur qu'il a eue. Et c'est là où il s'est rappelé, lui, Behlul, il s'est rappelé qu'il y a un doua, ce qu'on appelle doua al-Lutf. Ce doua existe dans toutes les confréries soufis. Alors, doua al-Lutf, c'est prier Dieu quand on a peur, quand nous avons vraiment peur et quand il n'y a pas d'issue, quand on ne voit pas d'échappatoire. Alors, ya latifan laka al-lutfu, idha nazala al-qada'u yatba'uhu al-lutfu. Donc, vous êtes gentil. Faites que ça se passe bien. Faites que ça se passe bien. Oh Dieu, dans votre grandeur, faites que ça se passe bien. Et il est resté comme ça jusqu'à l'aube. À l'aube, la jument s'arrête à côté de la porte. Le vizir rentre à nouveau. Il dit Sidi Behlul, Sidi Behlul. Et Sidi Behlul alors lui dit oui, bienvenue. Timidement. Alors, non, pas timidement, c'est la première fois qu'il devient hypocrite en fait. Voilà. Et je vais l'hypocrite, oui, voilà, et il ne sait pas comment dire. Alors oui, il tenait les mains derrière le dos, il se préparait à quelque chose d'extraordinaire. Il disait Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Alors c'est un chant qu'on retrouve beaucoup dans le Hadra et dans la Sulaymaniya al-Aïsawiya. C'est un chant très soufi et qui existe toujours. Et c'est là que le vizir le regarde et lui dit Sidi Behlul, الأميرة جابت توام السلطان قال لك يقسمها نصفين. Oh, Et formidable. comme c'était joli, en fait, elle venait d'avoir des jumeaux et le vizir lui a demandé de couper la pierre en deux. Elle s'était coupée en deux par elle-même, par je sais pas quel, par destin. Ah voilà, un jeu de destin qui est favorable exactement. à Sidi Behlul. Et ceci, c'est des Behlul Chirgui. Donc, après cet événement, il est tombé, hein, parce que il avait la chaud. pression. Exactement. Donc après cet événement, c'est des Behlul Chirgui qui est maître soufi a laissé comme témoignage une jolie qsida.
une jolie qsida qui est chantée un petit peu partout dans le Grand Maghreb, chantée aussi chez nous. Il l'a écrit et chacun de nous la chante. L'air est toujours le même, mais elle est chantée partout dans le monde arabo-musulman, on va dire. Mais c'est une chanson qui a été écrite en Tunisie, parce que d'après les historiens soufis, on dit que c'est des baloul shirgi. Donc quand on dit shirgi, donc il est de Tunis, exactement. Donc il est de Tunis, et c'est une qsida extraordinaire qui est, on appelle aujourd'hui le fiyashia. أنا ماني فياش أشعل مني. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de la perle qui a donné naissance à ce joli poème. Quand vous lisez les paroles de cette célèbre chanson qui est le Fiyaché, qui est un madih en fait, n'est-ce pas? Oui, ben c'est voilà. Et que un tout le des pans monde du patrimoine chante. andalou Exactement. et un malouf également. Et donc quand quelqu'un chante le Fiyachia, essayez d'écouter les paroles. Désormais, ce sera le cas. Hein. Oui, et vous n'allez jamais plus l'écouter comme avant parce que vous allez ressentir la peur de Sidi Belloul Chérgui, vous allez ressentir la gratitude, vous allez ressentir cette foi profonde et ce dua al-lutf qui donne toujours un bon résultat. Donc rappelez-vous, si vous êtes passé ou si vous passez actuellement par un stade très difficile, si vous êtes angoissé, si vous êtes stressé, si vous avez peur de quelque chose, d'un événement qui va arriver, pensez à dua al-lutf. Maintenant, je ne peux pas vous le dire, c'est long quand même, dua al-lutf, c'est à peu près 25 vers, etc. Donc vous cherchez, vous mettez sur Internet, exactement, vous écrivez juste dua al-lutf en français et en arabe, et vous avez toute la poésie qui est là. Vous pouvez la lire, et c'est un dua extraordinaire. Ah, formidable, hein. Moi je ne verrai plus de la même façon, ou je n'écouterai plus de la même façon. C'est un poème extraordinaire. Voilà, je l'aime bien dans la version Malouf, c'est pas mal, oui. c'est extraordinaire. Oui. Enfin, en tout cas, dans le Melhoun aussi, elle est super bien. Mais voilà, c'est tout ça grâce à une perle qui s'est, je sais par quel destin, brisée en 2 morceaux, alors que cette princesse, je pense que, vous savez, Radia, je pense que ce moment là où la pierre s'est brisée, c'est là où la princesse a mis naissance, ou a donné naissance à ces 2 jumeaux. C'est au même instant, et cette fraction de seconde de la perle qui s'est brisée. Je pense que c'est là où... C'est bien d'imaginer que ce soit le cas. Voilà, j'adorerais croire que c'est le cas. Que c'est le cas. Moi aussi, j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, nous sommes dans des jours sacrés, nous sommes dans un moment très spécial. Je pense que l'autre fera du bien à beaucoup de gens, et elle Fiyaché aussi, écoutez-la autrement. C'est bien aussi, voilà, de voyager à travers notre patrimoine qui est riche en légendes et en histoire. Tout à fait. Et c'est formidable. Merci beaucoup, Siham. Mais je vous en prie, c'est un honneur. Oui. Très bien. En tout cas, tout de suite, on va justement découvrir une chanson. Ça s'appelle Yel Bouhali. Voilà, donc Bouhali Behloul. Voilà, c'est pas le Fiachia qu'on va écouter, mais en revanche, on va découvrir ensemble cette chanson choisie par la régie. Super. أنا يا بوهلي ونهدي السعادة قلبي غالي فيه البركة راني نضحك راني نغني عندك الحق ولا شو نبكي ولكن انت يا طفلة حلية وريتي وبيا يا بنية قلتي لي نحبك طول عمري عرفتيني فقير تركتيني لا 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 قدرت شنفي وما كلاش قلبي راه من في ما يعرف شي حاجة بكيتي ايام واعرف في الغرام راه كيداك الحمام محترم انا يا بوهلي ونهدي الصادق قلبي غالي فيه البركة راني نضحك راني نغني عندك الحق ولا شو نبكي Voilà,
c'était là un hommage à Mahidine Bentir, énergique, pleine de jovialité. Voilà, vraiment une petite bête de scène qu'on a plaisir à revoir et à redécouvrir. Et c'est le moment aussi de retrouver, oui, avec Mahidine Yazid. Ah oui, c'est mon ami Mahidine Bentir. Mahidine, Ah oui, Mahidine. coucou Mahidine. Il est dans la région parisienne, il a fait beaucoup de choses. Il a fait même des poèmes pour la Palestine, il Oui. a fait sur la discrimination, etc. C'est quelqu'un qui bosse Très engagé. depuis des très- années. Oui. Depuis des années, des années. Passionné, on le sent quand il est sur scène. Ah oui. C'est un vieil enregistrement. Vous l'avez déterré d'où? Eh ben, elle parlait de Behloul, Tout à Behboul, fait, tout à Behlil, fait. etc. Elle a dit que c'était Behloul, c'est le summum de C'est plutôt l'intelligence l'intelligence et de la sagesse. et de la sagesse. effectivement. Donc je dis, pourquoi pas, on a un Un sage, Bouhali, on a un sage subversif oui, tout à fait. Qui qui s'appelle est Bentir. Mahidine Bentir. Et voilà, donc plus le Bouhali, donc c'est toujours c'est un synonyme. Hein. Ben oui, Synonyme de oui, oui, c'est un enfant de Beblouet, de la Casbah, etc. Donc on pourra éventuellement parler aujourd'hui du mois du patrimoine et de la Casbah d'Alger, de la Médina d'Alger. Tout à fait, qui fait partie justement du patrimoine universel de l'humanité. donc Oui, depuis en 92, elle a été classée par l'UNESCO en 92. Et pour dire un petit peu, pour essayer de faire le tour sur cette Casbah, pour un peu faire se balader à Sidi Ramadan, à Jamalihoud, un peu partout, à la Casbah d'Alger, à la rue Bidi, à Zoukt Lallahoum, à Zoujayoun, etc. Il fallait donc, dès 92, il y a des hommes et des femmes qui ont bossé jour et nuit pour classer ce monument et le sauvegarder. Voilà, le prétexte, c'était aussi ce bastion 23, qui est un joyau architectural visité aujourd'hui par des milliers de passants. C'est vrai que ce joyau a failli être détruit, et grâce à l'initiative d'architectes et aussi d'amoureux de la Casbah et des natifs de la Casbah, Et de il a été Mustapha- permis de le préserver, Oui, de de le réhabiliter. Mustapha Adan, entre autres, Entre parmi autres. ceux qui ont contribué à la sauvegarde de ce joyau architectural qui est le palais des Raïs, dont une partie c'est le bastion Voilà. 23. Mais moi je voulais juste faire le tour sur comment ça s'est passé, comment ça s'est... Je pense que déjà C'était une c'est... initiative citoyenne, c'est ce qu'il faut souligner Oui, déjà. Voilà, c'est comme quoi, une... on peut s'impliquer pour la préservation de son patrimoine et le protéger. Voilà. Oui, en plus c'est une Médina musulmane, profondément méditerranéenne, où il y a eu un brassage de population, où cette Médina, elle était aussi le bastion de la Révolution, parce qu'il ne faut Tout pas à fait. oublier, et c'est une ville, c'est une Médina, c'est ce vieil Alger, il a été habité d'une manière ininterrompue. Tout à Donc fait. il y a eu toutes ces strates, un petit peu tout ce brassage, tous ces emprunts, etc. Et puis c'est elle qui a porté le Chabi. Le Chabi Voilà, qui oui. reste viscéralement lié à cette Médina d'Alger. C'est vrai que vous parlez d'un quartier aujourd'hui, c'est simplement un quartier historique, un quartier justement où c'est un temple de la culture aussi, parce que il y a énormément de joyaux architecturaux qui font partie du patrimoine, mais c'est vrai que ce fut une capitale. C'est une très capitale, belle oui, capitale. oui, c'est une capitale. C'était déjà Cosmopolite, comme vous oui, dites. Écosion. Par la suite, c'était un comptoir carthaginois, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et par la suite, elle a été aussi la capitale des Beni Mezrana. Donc avant l'arrivée des Ottomans, la régence d'Alger, qui a aussi apporté un plus à travers les palais, parce qu'il y a beaucoup de palais, il y a beaucoup de douirettes, etc. Il y a beaucoup de mausolées, parce qu'il y a aussi des mosquées de rite hanafite et des mosquées de rite malikite. Donc il y a une richesse extraordinaire. Les mosquées, il y en a, Sidi Hélel, il y a Sidi Abdelrahman, donc Ali Betchine, Oui, Jamal Kbir, Kitchawa, Sidi Mohamed Chérif, Kitchawa aussi, Kitchawa, etc. Donc, la vieille médersa. voilà, la vieille médersa. Et puis il y a petite mosquée il de y a Sidi aussi Abdelrahman, le livre de Duvaux donc, qui parle des mausolées des mosquées d'Alger. Il y en a peut-être, je peux dire, des milliers de mosquées. Il y a la masjid de Seyida, qui a été, suite aux travaux donc, de terrassement, etc.,
entrepris par la colonisation française. Il y a beaucoup de mausolées, beaucoup de mosquées qui ont été carrément rasées. Oui, Il y a la eu- basse Casbah a disparu d'ailleurs. Ok, Le seul donc- vestige qui reste, on en parlait tout à l'heure, c'était le bastion 23. Ouais, donc je voulais dire que le processus de restauration a commencé déjà au lendemain de l'indépendance avec un organisme qui s'appelle le Comédor qui a entamé les premières, donc il y a même le travail de Sidi Boumediene sur cet organisme qui a entrepris déjà les premiers travaux de restauration. Après, il y a eu l'Ofirac aussi dans les années 80, parce que rappelons, la Casbah a subi déjà la densité humaine est liée, donc les rapports humains, la sociologie, les types de pratiques ont changé. Le mode de vie, Le mode de vie, et la technologie qui suit avec. l'eau, le ramassage des ordures, toutes ces structures ont carrément changé. Oui. Et puis il y a eu donc les séismes. Il y a eu les séismes, il y a eu l'exode rural, il y a eu aussi cette densité. Dans une douéla, avant il y avait peut-être 4-5, après c'était des familles qui se sont multipliées. Donc, et puis il y a eu l'eau, et c'est l'eau pratiquement qui est Qui a un l'un peu des dégradé le site, qui est l'un des facteur de facteurs, parce dégradation, qu'avant, ouais. il n'y avait pas l'eau dans les robinets, il y avait des fontaines, la Mzouqa, etc. et tout. Et par la suite, il fallait donc trouver le génie civil, trouver le type de démarche qui peut peut-être répondre à ce type de dégradation. Donc après l'Ofirac, il y a eu quand même des actions donc de rahlat qui m'écoulent quand on parle de ça. Déjà dans les années 85, il y a eu cette rahla, donc ces campagnes donc de relogement, etc. Et a commencé quand même le travail de restauration. Par la suite, il y a eu donc le millénaire d'Alger. Et ça a commencé déjà le travail donc dans Les les années... budgets ont été quand même consacrés Absolument, à la ils ont vieille même installé Médina. la délégation de la Casbah, ils ont commencé déjà à classer la Casbah selon des îlots et commencer déjà à restaurer par îlot. Inventorier d'abord et puis après Voilà, commencer la restauration Puis il y a eu selon les commodités juridiques parce que c'est ça en fait qui a un petit peu... Oui, il y a créé eu là, beaucoup ouais. de types de restauration. Il y a ce qu'on appelle le démontage. Il y a quand même un travail assez... Et puis, il y a eu des expériences, je pense notamment... Là, c'est des confortements qu'on voit. Voilà. En fait, beaucoup de bâtisses, pour éviter justement l'effondrement des bâtisses, il y a eu cet effort de confortement par le biais de ces... Parce que les gens habitaient dans pratiquement des palais. Oui, Les matériaux de construction, que ce soit il y a eu la terre cuite, la pierre, après c'était à la chaux, etc. Le bois. Et puis il y a des ornements. Il y a des colonnes, il y a des arcades millénaires, il y a aussi Zilij, donc le Deft. là c'est le palais du Bey, Oui. quoi, des Beys. Oui, le palais des Beys parce que le oui, je Bey pense que c'est une ancienne- recevait justement Oui, les c'est une différents ancienne beys. image. Aujourd'hui, Dieu merci, la citadelle d'Ar Sultan, elle a été restaurée, que ce soit le palais, la mosquée, le hammam, donc la poudrière. Donc il y a eu quand même beaucoup de sites sur au niveau de... Aujourd'hui, grand chantier, et c'est même un la grand mosquée, le chantier. Barani, Oui. qui est mitoyenne donc de ce grand site architectural, il a été quand même restauré. Donc je disais déjà en 2000, donc à l'occasion de le millénaire d'Alger, ils ont déjà classé la Casbah, l'îlot d'Ar mosquée Sidi Ramadan, qui c'était le premier qui a été restauré pratiquement. Tout à fait. La haute Casbah, du côté de Sidi Ramadan, la petite... La maison du millénaire, la d'ailleurs, on maison l'appelle du parce qu'elle est millénaire, tout à fait en absolument, haut, la à maison côté du de Belgique. millénaire. Après, il y a eu la mosquée Sidi Ramadan, connue pour avoir accueilli beaucoup donc, de poètes et d'érudits, dont c'est Mohamed Moumhan qui a fait un passage à Sidi Ramadan. Il le rappelle dans l'un de ses poèmes. Et puis, il y a aussi ce bel belvédère. Et c'est là où les gens s'arrêtent pour prendre des photos sur la baie d'Alger. Donc, aujourd'hui, donc, il y a eu, on rappelle qu'il y a eu quand même un plan de sauvegarde qui a été, je pense, il a été adopté en 2012. Et puis la Casbah a été classée secteur sauvegardé en 2003. Et aujourd'hui, il y a toute une enveloppe
je pense qu'elle est de l'ordre de 90 milliards de dinars, et elle compte donc, pour restaurer, il y a 500... Déjà dans ce plan de sauvegarde, lorsqu'elle est, voilà, c'est une zone, comment dire, qui est sauvegardée, ça permet d'avoir tout le panel juridique qui vraiment va empêcher les habitants actuels parce que pour certains, il y a eu quand même des actions un peu innommables dans la mesure où certains faisaient exprès de détériorer leurs habitations. Absolument, certains surtout héritiers, pendant la décennie noire. Je pense qu'il y a eu quand même des gens qui, même s'ils bétonnaient les portes, les gens rentraient encore et ramenaient des gens, etc. Il y a tout un, voilà, il y a eu tout un commerce une spéculation par rapport aux fonciers, par rapport à avoir plus de logements, etc. Mais aujourd'hui, maintenant, les gens sont impliqués. On ne peut plus faire de travaux grâce à ce plan de sauvegarde. On ne peut plus faire de travaux sans consulter l'instance justement de sauvegarde de la Parce qu'aujourd'hui, Radia, pour le choix des matériaux. Radia, je m'excuse, il y a 550 douirettes à restaurer. Sans oublier aussi les lieux de culte, les zaouïas, les mausolées, etc. Il y a aussi des lieux mythiques, par exemple la maison des Abderraham, il y a eu peut-être d'autres maisons de grands écrivains, de Momo peut-être, de la maison de Bendebar, etc. Il y a beaucoup de maisons qu'on est appelé aussi à... Parce que quand on voit la Kasbah, et tu as Hajj Mohamed Al-Anqa, par exemple, Ismail El-Ja'far, le grand poète, et Iger Bouchen, qui a été, c'est à la Kasbah qu'il a rencontré Roth, qu'il a pris en charge et qui était son parrain, etc. Il y a des belles histoires aussi à raconter. Et puis il y a des écoles, Msid Fatah, dans lequel... Et un très beau musée. Oui, il y a le Msid Fatah aussi. Dieu merci, il est restauré parce qu'en fait, c'est la Haute Kasbah et c'est une construction coloniale. Il y a aussi l'école... La Médersa. Oui, l'école Saroui aussi. Oui. L'école Saroui, donc l'école des frères Belili. Donc toutes ces écoles, tous ces lieux-là sont appelés à être restaurés, que ce soit les constructions coloniales, sinon aussi les constructions des douirettes du vieil Alger. Donc puis il y a maintenant aussi des architectes et des restaurateurs qui vont vers les citoyens pour restaurer leur maison, comme le restaurateur Pacha qu'on a reçu récemment, qui a restauré la maison de Bouhired, la maison des Bouhired qui a été restaurée. Et puis même, j'ai été une fois chez... je pense un ébéniste aussi qui travaille le bois, etc. Il y a Zoubir aussi qui a une très belle douéra qui est très bien conservée. Oui, Hadjoubir, oui. D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, les gens sont fiers d'ouvrir leur maison et d'en faire aussi et d'inviter les gens pour des moments de joie, pour des moments de gaieté, de convivialité autour d'un iftar suivi d'une etc. Après, les gens vont se donner libre cours. Et certainement que la soirée d'aujourd'hui va être spectaculaire du côté de la Kasbah dans la mesure où tous ses habitants prennent part aux festivités du 27e jour. Voilà, ah oui, 27e jour. Ça va être grandiose. Oui, soirée. Dans les mosquées de la Kasbah, Sidi Ramadan ou Sidi Abdelrahman ou Sidi Mohamed Sherif ou Jama' Safir ou Jama' Ali Bichin, etc. Jama' Ketchawa. En tout cas, oui, c'est vrai, Yazid. En tout cas, ce qu'on pourrait recommander aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est de ne jamais visiter cette Kasbah seul. Essayez toujours d'avoir un guide, et il y en a. Vous pouvez aller sur Internet et voir. Et il y a des guides professionnels qui peuvent vous offrir... Comme celui qu'on a reçu hier. Oui, comme voilà, celui d'hier, qui peuvent vous raconter, parce que c'est vrai que les murs ne parlent pas. En revanche... voilà, le récit d'un guide pourrait être d'une grande aide. Et puis il y a des musées aussi. Oui. Le musée national des arts populaires, le musée des arts et traditions populaires. Le musée, on trouve beaucoup de choses. Au deuxième étage, il faut y aller voir cette chambre à coucher de Mohamed Hamimouna. On voit un lit à baldaquin. Oui, un lit à baldaquin. Et puis il y a toute une chambre à coucher de style berbère. Il y a également il y a aussi des particuliers qui ont donné, parce qu'il y a toujours des acquisitions, que ce soit
Sfaxi, que ce soit les familles de Eril Ali qui donnent les grands coffres berbères. Donc je pense que... Aussi, une collection de broderies extraordinaire, unique, qu'on ne pourra jamais voir, et une collection de bijoux aussi anciens qui est extraordinaire. D'ailleurs, même la reine Elisabeth, elle s'est rendue à Sidi Abdelrahman, elle leur a offert tout un lustre qui date de, je sais pas, de l'ère victorienne. Puis il y a aussi Charlie Chaplin, il y a aussi la Casbah. C'est aussi quand on dit Casbah. J'étais au Japon une fois et puis Casbah, c'était un tube de musique ah oui, au Japon, ça inspire les gens artistes, parlent de la Casbah d'une manière au-delà des relents colonialistes, mais il y a aussi et surtout le festival panafricain. Il y a eu les Black Panthers qui se sont baladés à la Casbah. Donc ça reste quand même... on doit mettre la barre haute parce qu'il s'agit de la Casbah et elle doit être restaurée dans les moindres recoins. Parce que si on marche et on trouve des choses qui ne sont pas bien, voilà, il faut toujours, la dernière fois, j'ai fait un carton rouge par rapport au ramassage des ordures ménagères, les gens qui jettent, etc. Parce qu'il y a même aussi beaucoup de métiers, notamment donc de barines, etc., la maroquinerie, etc. Et il y a beaucoup de déchets. Il y a lieu de voir comment recycler ces déchets. Donc faire un travail d'étude sur donc, les déchets qui existent à la Casbah et comment faire ce recyclage, parce qu'on trouve toujours un moyen de recycler ces déchets. Et puis chapeau aux gens de Netcom, avec tout ce qu'ils font, avec tout à fait, voilà, chapeau à l'âne, au bourricot aussi. Oui, il fait partie de l'équipe oui. de Netcom. Il fait partie depuis toujours de cette équipe. Voilà, donc je voulais parler aussi du Musée national des calligraphies dans les miniatures et de la miniature. C'est important. Au Palais Pacha, effectivement. Voilà. Il y a des belles calligraphies, il y a des belles miniatures, il y a des miniatures de Persane, il y a des miniatures de l'Inde, il y a des miniatures du Yémen aussi. Il y a même une japonaise, on trouve sur la calligraphie japonaise, elle a offert beaucoup de calligraphie au Musée national de la calligraphie dans le menhir et de la miniature. Et puis il y a le musée des Abderrahmans, de la rue des Abderrahmans, là où il y avait la France coloniale a carrément explosé la maison des Abderrahmans et il y a eu la mort des valeureux martyrs de la révolution algérienne. Allah yarhamhum, Allah yarham shuhada. Merci beaucoup Yazid. J'ai trop tchatché. Hein. Non, ça va. Mais quand il s'agit de la Casbah... Ça me donne du punch. On est toujours inspiré pour en parler parce que c'est notre bijou, c'est notre trésor national. Voilà. Et puis, bien sûr, les trésors sont multiples, à l'instar de manuscrits anciens qu'on va découvrir tout de suite dans ce reportage signé Sophia Chouban qui nous emmène droit vers Adrar, un temple de la culture qui préserve ses témoignages et ses héritages du passé. Le défi aujourd'hui est de numériser des milliers de documents écrits sur le papier, sur les pots de cuir ou autres. Mais, en parallèle de cette démarche prise par les pouvoirs publics, il y a des actions de restauration de ces vieux manuscrits constituant une identité nationale. L'opération restauration des manuscrits exige beaucoup de délicatesse, allant du papier jusqu'au cuir. Plus de 3000 manuscrits pour l'heure ont été numérisés en attendant la poursuite de cette démarche. L'importance de cet institut de manuscrits anciens est très important pour la préservation de notre patrimoine national. Il a ouvert ses portes en 2006. Toutefois, il est crucial de mettre en valeur ces vieux manuscrits par de nouvelles techniques. Cela permet de bien cataloguer, conserver et procéder à un archivage de ce patrimoine national. Pour ce faire, la khizana ou bibliothèque privée, familiale ou publique est essentielle pour la collecte du manuscrit. Différentes expositions de manuscrits anciens portant sur l'histoire, la religion
ou la philosophie sont présentées dans plusieurs régions d'Algérie. Néanmoins, le manuscrit ancien ne se réduit pas à une histoire passée. Il porte un intérêt accru pour les générations montantes pour qu'il ne soit pas victime de l'amnésie de la mémoire de ces précieux documents. Directement. Ah ben voilà, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, j'étais prise en flagrant délit en train de donner des instructions pour le Skype qui va suivre, puisque nous allons avoir le plaisir d'être en contact direct à partir de Paris. Donc va nous rejoindre Kamel Behedi via Skype. Bonjour, si vous êtes en ligne. Oui, bonjour. Ah oui, je vous entends pas très bien, mais bon, bienvenue. Oui, bonjour. Ah ben voilà, je vous vois, c'est déjà voilà, pas mal. Je me rapproche. Ça va? Comment se passe Ramadan de votre côté? Alors, Ramadan Karim. Je suis à Ramadan Karim, Inch'Allah. Alors, je suis à Rouen, en Normandie. Très bien, donc justement, nous allons parler de Rouen et de ce qui se passe justement de ce côté-ci. Cet élan de solidarité, vous allez peut-être nous en donner plus de détails, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette initiative, cette invitation de parler de nous sur l'Algérie. Voilà, ça nous manque beaucoup. Donc, d'ailleurs, je me vois un petit de vous à Alger, Inch'Allah. Voilà. Oui. Donc, je me présente, donc, M. Kamel Behedi, je suis le délégué régional de la Grande Mosquée de Paris, représentant la Normandie, la Mosquée de Paris au niveau de la Normandie, département plutôt la région Normandie. Et en même temps, je suis l'aumônier du culte musulman des hôpitaux de Rouen et président de l'association franco-algérienne. Donc, bien sûr, le Ramadan, c'est un mois béni, c'est un mois sacré. Alhamdulillah, c'est un mois où tout le monde, les âmes se réveillent et c'est un mois de partage. Donc, chaque année, et ça fait des années qu'on fait cette initiative, à savoir qu'en France, pratiquement toutes les mosquées déjà préparent à manger pour les nécessités, pour les gens qui veulent manger à la mosquée, pour les convertis qui ne préparent pas le repas traditionnel pour le Ramadan, donc ils viennent à la mosquée pour manger. Entre nous, ça fait des années qu'on prépare à la mosquée. Mais dernièrement, avec la crise Covid, nous avons découvert qu'on a des étudiants algériens et des centaines, voire des milliers, dans notre région, c'est des centaines. Donc l'année dernière, en partenariat avec la mosquée de Paris, nous avons distribué tous les jours 300 repas par jour pour les étudiants. C'était à l'ancien siège du consulat d'Algérie à Rouen. Et cette année, donc, comme il y a peut-être éventuellement l'ouverture de ce consulat, nous avons donc demandé à la mairie, elle nous a mis à disposition des chapiteaux, donc devant la mosquée des Hauts de Rouen. Et donc là, on prépare par lui, on livre 180 repas par jour à l'université de Mont-Saint-Aignan et nous avons à peu près entre 80 et 100 personnes qui mangent sur place. Des donneries alimentaires qu'on fait pour les familles, à savoir qu'à Rouen, donc moi je travaille à l'hôpital, on a un grand hôpital, le CHU de Rouen, et on a à peu près, moi déjà que je connais, plus d'une quarantaine de familles algériennes sans papier qui sont là pour les soins. Je parle que pour les soins, je ne parle pas des gens qui sont sans papier. Ça, c'est des familles qui sont venues avec leurs enfants pour les soins de leurs enfants et qui n'ont pas de papiers. Donc ceux-là, nous apportons assistance financière et nous les aidons aussi dans les donneries alimentaires. Voilà. Et donc, je tiens à remercier nos donateurs, des boucheries, des commerçants, des restaurateurs qui nous aident dans ce mois. Mais justement, j'allais vous demander, il y a énormément de mécènes apparemment. Si vous arrivez à offrir 180 repas jour ou 300 repas jour, c'est qu'il y a des âmes généreuses parmi vous. Hein? Croyez-moi, c'est baraka comme on dit, c'est la bénédiction. Wallah, quand on parle de chiffres, 300 repas, mais c'est pas. Et quand je veux dire repas, c'est pas un repas. C'est l'entrée, plat de résistance, des fois 2 plats, la viande tous les jours et des desserts. Et croyez-moi, quand on parle de chiffres, vrai, et on n'est pas les seuls. Hein. Il y a d'autres associations, d'autres mosquées qui œuvrent et qui très très bien, mais il y a beaucoup de demandes. Mais quand on parle de chiffres, ça fait peur. Mais quand on est sur le terrain, quand on voit, je tiens déjà à remercier les bénévoles qui font à manger tous les jours, des femmes et des hommes qui s'occupent du matin. Nous, bon,
on est de loin, un réseau, on essaie de ramener les fonds, on va dire, on supervise. Par contre, on a des bénévoles qui sont du matin au soir, qui cuisinent, qui préparent, qui emballent. Franchement, je leur tire chapeau et bravo. Et comme vous voyez, on arrive à la dernière semaine du Ramadan, ça passe trop vite, sans se rendre compte. Il n'y a qu'à ça, on a gagné. Alhamdoulilah, l'année dernière, il y a pareil, on est passé avec un Algérie qui sont venus le voir sur place et ils ont vu comment on travaille et tout ça. Il y avait un reportage qui a été fait. Cette année, bien sûr, par votre intermédiaire, on va passer ce message. C'est pas pour dire qu'est-ce qu'on fait, mais pour dire, voilà, pour inciter. Des fois, on se dit pourquoi si vous faites pour Allah. On le fait bien. Ah, c'est bien dommage. On a perdu notre invité, c'était Kamel Belhadi, délégué régional de la mosquée de Paris, donc qui était en pleine action de volontariat du côté justement de Rouen en Normandie. Je voulais juste souligner que ces repas donc servis. Ah, vous êtes de retour? Ah, c'est juste, voilà. Il n'y avait pas en fait que des musulmans à ces tables offertes généreusement. Il y avait aussi des personnes issues d'autres religions désirant découvrir voilà, cet élan solidaire. Vous êtes de retour avec nous, Monsieur Kamel Belhadi? Je suis Voilà, de retour donc avec on vient vous. de voir l'image de quelques étrangers, des Français ou peut-être autres, qui prennent part à ces repas, donc même s'ils ne sont Alors, pas musulmans. C'est une alors, curiosité, c'est une façon ah, de découvrir un peu nos coutumes, nos traditions et notre culte. exactement, exactement. Ah ben, rien qu'hier soir, on le fait tout, c'est normal. Et rien qu'hier soir, on est à la mosquée de Gaillan, comme il y a une gendarmerie à côté, et ben, le président de la mosquée, M. Tarif Mohamed, a l'initiative d'inviter les groupements de gendarmerie. Et ben, ils sont tous venus, ils étaient à peu près une quinzaine. On a partagé le repas ensemble, et hommes et femmes, et ils étaient contents de rentrer à la mosquée, de partager un repas. Franchement, ils étaient aux anges. Et même les femmes gendarmettes qui étaient là, elles m'ont dit, on ne s'y attendait jamais d'entrer dans une mosquée et de manger. Elles étaient contentes. Bien sûr, c'est ça, le message. Bien sûr, le partager un repas, c'est une très bonne chose, mais au contraire, de passer un message de la tolérance, de l'islam, de notre tradition, d'inviter, et puis voilà, de la tolérance, c'est autre chose. De dire, voilà, Absolument. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après toutes ces journées de labeur, l'Aïd d'El-Fête ne peut être que magnifique dans la mesure où il y aura beaucoup de convivialité, j'imagine, et beaucoup de joie Alors, après cette mission bien accomplie. En tout cas, bravo. À travers vous, Monsieur Kamel Belhadi, on salue tout l'ensemble des bénévoles qui vous entourent et qui ont pris part à cette action importante du côté de Rouen en Normandie. merci beaucoup à vous aussi. Puis on a deux Eid. Le 27e jour, c'était une grande fête. On prépare à manger toute la nuit. Et puis, ben, bien sûr, le jour de l'Eid aussi, on prépare un bon couscous pour les étudiants qui viennent manger aussi, partager ensemble de l'Eid, qui sont seuls ici en France. Eh bien, mais on va un petit peu anticiper. On vous souhaite vraiment un joyeux Aïd et voilà, كل عام وانتم بخير كامل, vraiment. Inch'Allah, merci beaucoup et à très bientôt en Algérie, Inch'Allah, en attendant l'ouverture des frontières. Salam alaikum. Amen. Amin, Inch'Allah. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, aujourd'hui, nous allons parler aussi d'un autre aspect d'aide ou de soutien, mais dans un autre domaine, un domaine plutôt économique cette fois-ci, avec la présence parmi nous de Madame Nassima Messaoudi. Bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, donc vous êtes organisatrice ce qu'on appelle des EIC, donc Energy Innovation Challenge, c'est bien ça? Oui, bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs et saharam dankum. Donc oui, c'est le Energy Innovation Challenge, c'est la deuxième édition. Donc aujourd'hui, je vais annoncer le démarrage des sélections de la région ouest de ce challenge qui est dédié à tout porteur de projets dans le secteur des énergies, que ce soit électrique, solaire, éolien, tout ce qui peut gagner de près ou de loin. Donc énergie renouvelable et environnement, c'est un petit peu le cheval de bataille que vous attaquez comme ça, voilà, de front. Oui, surtout qu'on voit que quand on fait les statistiques des inscrits sur la plateforme, nous avons beaucoup plus de projets, on va dire, dans le secteur tout ce qui est énergie renouvelable, solaire beaucoup plus, éolien.
électrique aussi, géothermique, agroalimentaire, parce que quand on parle d'énergie, ça touche tous les secteurs. Tout à fait. Ça touche tous les secteurs. Tout à fait. J'imagine un petit peu, après le succès, on va enregistrer la précédente édition, donc j'imagine qu'il y a eu émergence de dossiers très, très intéressants et de projets qui ont vraiment plu au jury et plu aussi aux organisateurs de cet événement. Oui, nous avons eu... Tu peux en citer un ou deux? Oui, nous avons eu trois lauréats. Donc, il y a deux jeunes filles de Biskra avec un projet de climatiseur solaire qui dédié au secteur de l'agroalimentaire, les chambres froides. Bon, c'est toujours un projet qui est en cours de process parce qu'il faut savoir que nous accompagnons ces étudiants. Ce n'est pas des entreprises, ce n'est pas des startups, c'est vraiment des étudiants, des universitaires, des professeurs qui ont des projets. Donc nous, on les accompagne pour essayer d'aller d'une idée à un projet concret. Il y a eu aussi de Sidi Bel Abbès, Souki Abdelhalim, qui avait un très beau projet dans l'éclairage public, l'économie. Donc, nous l'avons accompagné au niveau du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Nous l'avons pris des rendez-vous avec le groupe Sonel Gaz. Et Inch'Allah, son projet, il a pu créer son entreprise, sa start-up. Le ministère délégué aux start-up, ministre, on est en train dans le process pour labelliser, pour qu'il ait le label start-up, qu'il puisse, Inch'Allah, profiter des avantages, des aides, voilà. Et donc, nous sommes vraiment fiers d'avoir accompagné tous ces jeunes, et sans compter même, c'est ce que je leur dis dans ce concours, parce que dans un concours, on est obligé d'avoir 3 lauréats. Mais même ceux qui n'ont pas pu être, on va dire, parmi les 3 premiers, on essaie quand même de les accompagner parce qu'il y a un après-challenge. Ils ne s'arrêtent pas le jour des sélections. Donc, on essaie de les mettre en contact avec des entreprises, justement, on est aussi dans l'Open Innovation. Donc, les entreprises posent leurs problématiques et nous avons tous ces jeunes, avec tous ces projets, on essaie de les orienter, de les mettre en relation avec eux, leur ouvrir les portes de l'entrepreneuriat. Vous faites office de passerelle pour tous ces jeunes promoteurs. Vous allez renouveler l'expérience à travers cette 2e édition des EIC. Donc, donc, cette édition amène du nouveau avec. C'est un souffle nouveau encore, il y a de la nouveauté cette année. Oui, donc déjà la première, c'est que l'année passée, vu la crise sanitaire, donc on était vraiment limité, on ne pouvait pas se déplacer. On était dans l'Algérois. Voilà, exactement. Malgré qu'on a eu les zones limitrophes, cette année, on s'est déplacé vers eux, donc il est régional. Donc on a commencé par l'Ouest. Donc, c'est une première. Nous avons signé des partenariats, des conventions avec les universités sur tout le territoire national. Donc, pour l'Ouest, nous avons avec l'université d'Oran 2, donc qui va abriter le Energy Innovation Challenge pendant 2 jours, donc accueillir tous les sélectionnés, les 10 candidats. Ensuite, nous allons nous déplacer, donc ce sera le 11 et 12 mai. Et ensuite, nous allons nous déplacer à Sétif, où nous avons signé la même convention de partenariat avec l'université de Sétif, Farhat Abbas 1. Ça va être la même chose, 23 à 24. Ensuite, Inch'Allah, nous allons descendre à Ouergla. Et pour le centre, ce sera Bab Zouar. Bien sûr, Bab Zouar. Et la finale, Inch'Allah, ce sera au mois de novembre. Donc, une fois qu'on aura 3 sélectionnés des 4 régions, donc on va se retrouver avec 12, on va dire, projets. Donc, 12 idées. Moi, je préfère appeler ça idées. Donc, à partir de là, tous nos partenaires, centres de recherche, entreprises, ministères, vont les accompagner, les coacher pour qu'en novembre, à la finale, on arrive d'une idée à un projet. Et Inch'Allah, on sera là pour les accompagner, les aider, leur ouvrir les portes. Donc, essayer de créer ce pont entre l'université et le monde de l'entrepreneuriat. Ce pont, comme on appelle le Jisr Bayn al-Jami'a ou le Mu'assasa. Voilà. Donc les passerelles déjà tendues et vous allez donc procéder à cette présélection. Voilà. De quelle manière justement les candidats potentiels vont-ils rejoindre cette locomotive?
Donc déjà, donc le process, c'est que nous avons une plateforme, nous avons lancé les inscriptions en ligne pour permettre à tout le monde de pouvoir s'inscrire. Il suffit juste, ce que je leur dis, c'est que inscrivez-vous, parce qu'on ne demande pas qu'il y ait un prototype, parce que c'est pour ça que j'ai précisé, c'est pas des startups, c'est pas des entreprises, donc c'est des jeunes qui n'ont pas les moyens. Oui, ce sont des étudiants ou alors des chercheurs, des enseignants. Bien sûr, voilà. tout le monde, tout porteur de projet. universitaire. C'est le monde, voilà. Donc ils s'inscrivent. Leur projet, une présentation, tout ça. Nous avons un jury qui va faire les présélections. Donc dans chaque région, on va retenir 10 qui vont, alors sur 2 jours, donc on va les accueillir le premier jour, donc ils auront un espace où ils vont exposer, faire des petites présentations. Pendant la journée, l'après-midi, nous avons des coachs. Nous avons aussi, je tiens à remercier le ministre délégué aux startups, de l'innovation et de l'économie qui nous accompagne, nous parraine pour la 2e année et nous accompagne dans cet événement. Donc, on va coacher tous ces jeunes parce qu'ils n'ont pas l'habitude de présenter. Oui, d'être face à un jury peut-être. Exactement. Voilà, nous avons les médias aussi qui nous accompagnent chaque année, que je tiens à remercier aussi. Donc, c'est le 2e jour qu'ils vont présenter leur projet devant un jury, devant des invités de diverses universités de tout l'Ouest, par exemple comme à Oran. Donc, il va y avoir les recteurs, vice-recteurs de toutes les universités de l'Ouest. Donc, ils vont présenter. On retiendra 3 présélectionnés. On va dire pas 3 lauréats, mais 3 projets qui vont être sélectionnés. On va faire la même chose, répéter la même chose le 23 et le 24 à Sétif, à Ouergla et à Bebzouar. Donc, d'ici la fin juin, on va se retrouver avec 12 idées, on disait tout à l'heure. Hein, on retient justement, c'est à ce moment-là qu'on va se réunir avec nos différents partenaires, opérateurs économiques, sponsors, pour accompagner chacun selon son secteur, parce qu'il y a des entreprises dans l'électrique, il y en a dans on va dire dans le solaire, les énergies renouvelables, les centres de recherche, même tout ce qui est côté juridique, parce que ces jeunes-là, il n'y a pas que l'académique, donc il faudra préparer des business plans, il faudra que ce soit les outils financiers, on va les accompagner. Tous les aspects de juin jusqu'en novembre, pour qu'en novembre, on ait des projets, on va dire finis, oui, mais ficelés, voilà, qui vont être présentés devant des jurys. Et nous aurons à ce moment-là nos lauréats, Inch'Allah, les 3 vainqueurs, voilà, que nous allons aussi continuer à accompagner avec... Justement, voilà, ce trio en particulier, bien qu'on sache maintenant que le reste aussi des sélectionnés bénéficiera quand même d'une prise en charge et d'un accompagnement, mais le trio vainqueur, que va-t-il avoir de plus précieux? Alors, écoutez, déjà, le ministère des startups va les accompagner, les coacher afin qu'ils obtiennent le label Startup pour bénéficier de tous les avantages. Ensuite, nous avons les différents centres de recherche tels que le Commissariat aux énergies renouvelables, le CDER, le CRTSE, qui vont aussi les coacher parce que, vous savez, il faudrait étudier tous ces projets pour voir les projets qui pourront être commercialisés à l'échelle industrielle, domestique ou autres. Et il y a les sponsors avec des cadeaux. Pour l'instant, on n'a pas encore, on ne peut pas donner exactement, mais il y aura bien sûr, financières, accompagnement, formation, coaching. Nous avons eu aussi l'année passée parmi les étudiants, pas les lauréats, mais ceux qui ont participé, qui ont été pris en stage dans des entreprises. Il y en a qui ont décroché des contrats. Donc, c'est vraiment, je dis, il n'y a pas de perdant dans ce concours. Tout le monde est gagnant. Voilà. Excellent, excellent. Donc, voilà. Y a-t-il une deadline pour Oui, donc je profite de l'invitation pour relancer. La date limite, justement. Donc, la date limite, parce que les sélections pour l'Ouest, c'est le 11 et 12 mai. Donc, la date limite, on devait arrêter le 20, mais bon, on va leur donner encore jusqu'à la fin du Ramadan. Ça sera la date limite. On fermera à ce moment-là la plateforme d'inscription parce que les jurys doivent faire les présélections pour les projets, que ce soit à l'ouest, à l'est, au sud ou bien au centre. Donc, j'appelle tous les jeunes, inscrivez-vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir un projet
fini. C'est ce que je leur dis. Donc, une présentation PowerPoint ou une présentation suffit. Donc, voilà. Donc, voilà, sans prototype. Sans voilà, prototype. vous n'êtes pas Non, vous n'êtes obligé. pas obligé. Non, Voilà. pas du tout. Et en revanche, voilà, on va peut-être donner le nom de cette plateforme tant qu'on est en direct et qu'ils Donc, puissent peut-être noter justement Donc, ils l'adresse. trouveront donc, sur la page Facebook Advision Al Jazair, qui est justement l'agence qui organise, qui organise l'événement. Donc, nous avons mis ça sur notre page Facebook, donc Advision Al Jazair, ou bien sur le site du... parce qu'entre autres, donc je vais faire juste... On est les organisateurs du salon d'électricité et des énergies renouvelables. Donc, c'est en marge de ce salon que nous... Donc, ils trouveront aussi le lien d'inscription sur le site du salon SEER, www.ser-dz.com. Voilà. Très bien, voilà qui est bien dit. Merci infiniment pour cette explication. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous de nous accompagner. Donc, j'étais là l'année passée pour annoncer la première. Je suis là. Merci franchement. On est ravis. Votre accompagnement est très important afin de médiatiser que tout le monde... toucher tout le monde. On essaie vraiment d'aller vers tous les jeunes. Voilà. Alors, on va finir en disant bon vent pour cette deuxième édition du EIC, c'est-à-dire Energy Innovation Challenge. Donc, un concours destiné à mettre en valeur les porteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l'environnement. Merci infiniment encore une fois, Madame Messaoudi, Nessima. Oui. Merci à vous. Je vais dire Saham Dankoum et Sahayatkoum à l'avance. Ah oui, on anticipe. Donc, on anticipe, on est un peu précis, je pense, non? Pour vous aussi également. Merci on vous souhaite beaucoup. le meilleur et surtout bonne Également. chance pour ce qui vous attend, cette belle aventure donc, qui est déjà lancée. Merci à ceux qui sont avec nous ce matin. Notre aventure de ce matin se poursuit encore. Dans un petit moment, d'autres invités vont me rejoindre ici même. Alors, je vous souhaite encore une fois une agréable matinée en notre compagnie et je vous dis à tout de suite.
Après cette petite virée en images à travers la ville d'Alger, notre capitale, notre belle capitale, nous allons parler de sport tout de suite. D'abord, on va planter le décor déjà pour notre ami Sidi Ahmed Bouraïeb qui va suivre juste après. Donc pour cette séquence sport, on va d'abord vous parler du sport durant Ramadan et Riles Oudhamouda, notre reporter, s'est intéressé à cet aspect en particulier. Voyons un petit peu son compte rendu. À pied ou à vélo, maintenir ses objectifs sportifs pendant le mois sacré de Ramadan, c'est possible. Bien que le corps subit de nombreux changements alimentaires, cela ne décourage point ses adeptes qui viennent s'entraîner au niveau de la promenade des Sablettes. On est des habitués des lieux. Ici, avec mes amis, ça fait pratiquement 5 ans qu'on s'entraîne 3 fois par semaine. En général, nos séances durent 1 heure de temps, mais pendant ce mois, on l'a limité à 35 minutes. Ça dépend. Généralement, moi, je m'entraîne Et j'aime bien m'entraîner le soir, juste après la rupture du jeûne. Mais aujourd'hui, j'ai voulu m'entraîner avant le ftour. D'ailleurs, je suis venu directement après une longue journée de travail. Je trouve que c'est bien aussi. Donc, sport À pratiquement 2 heures du ftour, Hicham et Lotfi, 2 coachs qui privilégient la gestuelle et la technique, plutôt qu'un effort qui provoquerait une déshydratation ou une hypoglycémie. Toujours نكملوا نديروا لي séances d'entraînement avant juste قبل الفطور bien sûr 1 heure هكذاك 2 heures maximum ثاني par rapport les entraînements ماشي يكونوا vraiment intense ولا vraiment كبار نسيو نديروا des séances courtes avec une intensité شويه modérée لو سوماي ثاني عنده امبورطونس كبيره سما لازم هذاك الليله جوست ما قبل لازم نريسبكتيو هذوك لي 6 ولا 8 heures تاع لو سوماي. Il faut toujours cibler les exercices de renforcement musculaire et aussi pour travailler le système cardiovasculaire. On a des endroits اللي راح نقدروا نخدموا فيها en salle ou bien في les endroits publics هكذا plein air. Durant ce mois sacré, les médecins recommandent que la pratique du sport se fasse au maximum 2 heures avant le ftour ou un peu plus tard dans la soirée. Voilà, le sport durant le mois de Ramadan, j'admire tous ces téméraires, toutes ces personnes tellement volontaires. Et je vais tout de suite donc donner la parole à mon ami Sidi Ahmed Bouraïeb qui vient de me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Alhamdoulilah. Alors, quel sport fait Ramadan? Bon, le sport ne s'arrête pas, que ce soit Ramadan, l'été, l'hiver. Non, je parle de vous, hein, Sidi Ahmed. Moi, c'est après le ftour, je ne peux pas faire. Après le ftour. Vous y arrivez quand même après le ftour? Un peu. Pas directement après le ftour. Vers 1h30, 2 heures après le ftour, après la digestion. Une petite marche ou vraiment voilà. Un petit footing. Ah, carrément, mon Dieu. Mais avant le ftour, c'est impossible. Wow. Moi j'ai honte, j'ai même pas fait de petite marche pendant ce mois de Ramadan. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien, oui, si, je regrette, mais une seule fois. Une seule fois, j'ai fait une petite marche nocturne, c'était agréable. Mais à 3 jours. Les 3 jours. On se rattraper. Les 3 jours, on fait les gâteaux, nous les dames. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, ravi de vous retrouver, Sidi Ahmed Bouraïeb, pour parler de sport et non pas d'art culinaire, bien sûr. On va parler tout d'abord de l'équipe nationale. C'est vrai qu'à chaque fois que je vous vois, Sidi Ahmed, je vois l'équipe. Hein. Oui, l'équipe nationale. C'est un petit peu incontournable. Malgré tout, ça reste l'équipe nationale. Hein. Et bien sûr. Oui, avec les prochaines échéances qui approchent à grands pas. Et les éliminatoires de la CAN 2023 qui se déroulent en juin. Le tirage au sort des éliminatoires a été effectué ce week-end et l'Algérie a été versée dans le groupe F en compagnie de l'Ouganda, de la Tanzanie et le Niger. Une autre info, donc l'équipe nationale déménagera du stade de Mustafa Tchaker pour le nouveau stade olympique d'Oran. Donc les 3 prochains matchs, ça sera à Oran pour l'Algérie lors de ces éliminatoires. Très bien, on leur souhaite bonne chance pour ces éliminatoires. J'espère qu'ils décrocheront une bonne place dans cette présélection à la Coupe d'Afrique des Nations. Inch'Allah. Et puis donc en second lieu, nous allons parler du CRB qui brille en ce moment.
CRB qui brille en championnat, malheureusement éliminé en Ligue des Champions d'Afrique face au Wydad de Casablanca. Donc vraiment match héroïque, un match retour pour le CRB, mais Ils se sont bien battus quand même. ils se sont bien battus. Il fallait marquer un but pour aller au moins en prolongation. Ils n'y sont pas arrivés. Donc, élimination du CRB en quart de finale de la Ligue des Champions, ça reste tout de même un bon parcours. Et une bonne nouvelle aussi pour le football algérien. L'autre représentant, l'Entente Sétif, s'est qualifié pour les demi-finales après sa victoire. Très belle victoire en déplacement face à l'Espérance de Tunis, donc 1-0. Après bien. le 0-0 ici à Alger, victoire 1-0. Donc, bravo à l'Entente Sétif. Qui se maintient en compétition. Oui, donc bravo. qui affrontera en demi-finale le Ahli du Caire, vraiment une belle confrontation, un beau derby Ça va nord-africain. être un beau match à suivre absolument. Donc cette compétition qui suit son cours du côté de la planète Afrique, le continent africain. Mais c'est vrai que c'est presque une bonne partie de la planète, hein, pour ne pas dire voilà, la plus grosse. Alors oui, et puis après, donc on a aussi des choses à annoncer. Hein. Oui, avec l'Assemblée générale du comité olympique algérien, l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue jeudi dernier. Donc les travaux de l'Assemblée ont commencé après avoir atteint le quorum. 60 membres sur les 96 inscrits à l'Assemblée ont été présents. 21 fédérations olympiques sur 25 étaient présentes. Donc les membres de l'Assemblée générale qui ont approuvé les bilans moraux et financiers de l'exercice 2021. Donc l'Assemblée générale qui a été ouverte par le président du comité olympique Abdelrahman Hamad et le ministre de la Jeunesse et des Sports Abdelrazak Sabegag. Donc il y a eu aussi des personnes qui ont été honorées, à l'exemple de monsieur Mohamed Amoukral Maouch, Allah yarahmou, qui est le premier président de l'histoire du comité olympique et de la Fédération algérienne de football. Il y a eu aussi monsieur Mustafa Al-Arfawi, ancien président de la Fédération internationale de natation. Monsieur Rachid Hanifi, qui est aussi un ancien président du comité olympique algérien. Et le défunt Mohamed Bouchabou, ancien DTN de la Fédération algérienne de tennis. Donc, ça, c'est l'actualité du COA, donc le comité olympique algérien. C'est l'actualité phare de la semaine, on va dire. Oui. On a des déclarations par rapport à cet événement. Oui, bien sûr, on va écouter les déclarations des membres de l'Assemblée générale. Va bien, je pense que le comité olympique algérien, le comité olympique algérien راهو sur la bonne voie. Et كي نجي نشوفوا par rapport au soutien à l'accompagnement تاع les athlètes, même par rapport à l'organisation تاع les jeux ميتيران ان شاء الله راهي جايزه، الامور راهي تمشي بيان ان شاء الله. الحمد لله اليوم تقرير لو بيلون مورالي فينانسي دو كوميتي اولمبيك بور لا سيزون 2021. الحمد لله اليوم تم مصادقه عليه بالاغلبيه من طرف الجمعيه العامه وهم مشكورين على هذه الثقه اللي وضعوها فينا. Pour l'Assemblée générale ordinaire d'aujourd'hui, je pense qu'elle s'est passée dans de très bonnes conditions. Le bilan qui a été présenté a été clair, net et précis, le bilan financier également. Je pense que c'est une preuve que la famille du mouvement sportif national s'est reconstituée actuellement. Voilà, c'était là les premières déclarations suite à cette assemblée générale du comité olympique algérien. Juste après ça, je crois qu'on va mettre le cap sur Djidjel, n'est-ce pas? Djidjel, le canoë kayak, la sélection nationale qui se prépare à Djidjel dans un très très beau site. Donc on va voir. La côte djidjilienne, c'est la plus belle, l'une des plus belles, si ce n'est la meilleure. Voilà. L'équipe nationale de canoë-kayak se regroupe pour la 3e fois depuis le début de la saison afin de se préparer pour les prochaines échéances. Ce stage a été programmé par la Fédération algérienne d'aviron et du canoë-kayak. Les kayakistes effectuent leur stage au niveau du barrage Kissir de Djidjel du 12 juin au 14 mai prochain. Ce stage entre dans le programme établi par la fédération pour préparer les prochaines échéances, que ce soit pour les juniors ou les seniors. Ne pas manger ni boire dès les premières lueurs du jour, et ce jusqu'au coucher du soleil,
constitue un défi pour les sportifs pendant le ramadan. ظروف جيدة مع المدرب والطاقم الفني لهنا رانا نطرينيو ونبريباريو ماغري رمضان كدا رانا نبريباريو نوجدو حنا الاستحقاقات القادمة. Les conditions ملاحة هنايا donc on s'entraîne bien نحسوا la progression هنايا. Pour déjà on se prépare bien pour les prochaines compétitions inchallah déjà normalement c'est prévu في القاهرة normalement كاين les Jeux africains inchallah. De là, la préparation se déroule bien, le site est très bien. On espère qu'il y aura des compétitions nationales et internationales ici. La direction technique a choisi le barrage de Kissir car il répond favorablement aux conditions nécessaires pour effectuer un stage de préparation. On a trouvé tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement du stage. Pour rappel, ce regroupement est le dernier avant le championnat national qui aura lieu le mois prochain. Bon vent pour ces équipes qui se préparent. Donc ce stage a dû être très agréable dans un site magnifique. Hein. On est au cœur du parc de Taza avec ce grand barrage. On s'oublierait même. Hein. Oui. On se croirait touriste, pas athlète. Absolument. Donc on salue la sélection. Vous avez déjà été à Djidjen? Des fois. Vous avez traversé la route. Oui, c'est un très beau paysage. Magnifique, magnifique. La corniche djidjélienne, vraiment, je recommande à tous, pas seulement aux sportifs, d'aller se préparer là-bas parce que franchement, c'est une sinécure. Hein. C'est retrouvé, c'est magnifique. Ça a coupé le souffle. Ça fait le vide. Ouais. Hein? Des vacances là-bas, ça soulage, on va dire. Ça soulage, ça fait plaisir, ça relaxe, et ça vraiment c'est magnifique. C'est le peu qu'on puisse dire de cette corniche. Et donc le choix est judicieux de la part justement de la fédération de kayak, hein, franchement d'avoir choisi. Surtout qu'on salue puisqu'ils font ce stage en plein mois de Ramadan. Le canoë-kayak et pratiquement tous les sports aquatiques qui demandent beaucoup d'énergie à dépenser, que ce soit lors des compétitions ou bien des entraînements. Donc, absolument, c'est tout le corps qui travaille. Donc on sollicite toutes les parties du corps dans cette discipline sportive qui est quand même agréable en tout cas à découvrir, à voir. On rappelle aussi que la sélection d'aviron aussi est elle aussi en stage donc pour préparer les prochaines échéances. Donc malheureusement l'aviron ne sera pas présent aux Jeux méditerranéens mais le kayak sera bel et bien présent. Donc les kayakistes qui préparent les Jeux méditerranéens et les championnats d'Afrique pour essayer d'obtenir de bons résultats. On leur souhaite vraiment de décrocher plein de médailles et plein de trophées. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, et nous terminons par le tournoi de volley. Donc c'est toujours au mois de Ramadan. Hein, donc. Cette fois c'est dans la soirée. Mais voilà. La Ligue d'Alger qui a organisé le traditionnel tournoi de volley de Ramadan. Un tournoi qui était l'occasion pour honorer plusieurs anciens joueurs qui sont malheureusement décédés. Donc on va voir plus de détails dans ce sujet. Oui, avec plaisir. La Ligue algéroise de volleyball a renoué le week-end dernier avec le traditionnel tournoi du Ramadan en hommage aux anciens qui nous ont quittés après 2 ans d'arrêt pour cause de pandémie de la Covid-19. Vendredi soir, à la salle de Hidra, il y avait de l'émotion et du rire, le rire des enfants, lors de ce traditionnel grand tournoi de volleyball du mois sacré du Ramadan, Kamel Khasrani, un tournoi qui a regroupé des anciens joueurs des 2 ligues d'Alger et de Béjaïa. Ravi du retour de ce tournoi, Nasser Mustafa, président de la Ligue d'Alger, est très heureux de voir toute la famille du volleyball renouer et se retrouver à l'occasion de cette nuit du Ramadan. Après la pandémie du corona, on a un peu arrêté ce genre de tournoi, on a fait un petit tournoi interne. Mais cette année, on a un peu innové en invitant les anciens voleurs de Béjaïa qui ont une tradition. Ce tournoi est organisé en partenariat avec l'accord de la DGS et avec l'accord des 2 clubs où il a joué Nadir Belayat, la RBE et la NRS. Il était entraîneur. Le Rija, il était au Rija, il était à la RBE. Cette année, la Ligue d'Alger a voulu rendre hommage à 3 figures du volleyball algérois et qui nous ont quittés dernièrement.
Nader Blayat, ex-cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports et directeur des Sports au ministère, ancien joueur et entraîneur au Rija et à la RBE. Rabah Mohamdi, ancien président du Rija, et Abdelkrim Belarbi, ancien président de la Ligue de sport universitaire. À la fin du match, entre les anciens des ligues de Béjaïa et d'Alger, qui étaient présents plus pour le plaisir de se retrouver que pour la compétition, une cérémonie de remise des prix symbolique organisée par la Ligue d'Alger en hommage aux 3 défunts, ainsi que des cadeaux qui ont été remis aux membres de leur famille. La soirée s'est enfin terminée comme elle a débuté, dans le sourire et le souvenir de ces 3 figures du volley algérien. On applaudit fort la famille Blayat et on applaudit fort. Là, c'est vraiment une compétition qui se déroule vraiment dans un esprit convivial et familial même. Vous avez vu, hein, différentes générations d'assister à cette belle rencontre. Et ça fait aussi plaisir aux sportifs de d'être soutenus par leur famille, voilà, leur soutenus par leur entourage, famille effectivement. et jouer devant eux. Peut-être. Ça peut être motif de stress. Hein. Moi, quand il y a la famille, c'est là où je stresse le plus. Mais quand on joue un match comme ça de gala, un match pour rendre hommage à d'anciens joueurs, donc déjà on salue la belle initiative de la Ligue d'Alger, tout à fait. Volleyball, donc qui chaque année au mois de Ramadan se souvient de ses anciens, essaie d'organiser 1 ou 2 matchs entre les anciens, ces anciens qui sont heureux de reprendre et de rejouer de se retrouver encore sur une fois. le terrain, encore une fois, et la balle ronde entre les mains. Oui, ça, donc vraiment bravo à la Ligue d'Alger. Voilà, bravo à la Ligue d'Alger. Justement, on a vu vraiment des personnes âgées dans le reportage qui vient de passer, celui de Riyad Belkhadi, mais bien sûr à ces personnes qui ont connu un autre temps, une petite note de nostalgie avec la voix de Nora qui nous chante Ya Riyadi El'ab al-Koura. Voilà, c'était là Nora qui nous chantait Ya Riyadi El'ab al-Koura. On a parlé de la balle ronde dans plusieurs séquences de cette justement rubrique dédiée à l'actualité sportive. Merci beaucoup, Sid Ahmed Bouraïeb. Voilà, ce soir, c'est peut-être Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Vous la passez comment? Bon, on va essayer d'aller à la mosquée. Excellent, excellent, et certainement qu'il y aura une belle récitation du Saint-Coran. C'est là où on va clore ce cycle de lecture, et j'espère que vous passerez une agréable soirée en tout cas. Merci, à vous aussi. Je souhaite vraiment de même à tous ceux qui nous suivent ce matin, je vous souhaite de passer une agréable soirée, Laylat al-Qadr Mubarak, Inch'Allah, et l'on se retrouve dès la semaine prochaine, peut-être à la veille de l'Aïd ou pendant l'Aïd. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Dès demain, vous retrouverez Amel Almi pour le meilleur de l'actualité en matinée dans Bonjour d'Algérie, votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et passez une